C'est donc sur la mystérieuse île d'Egged, le laboratoire du célèbre Dr Vegapunk, que les Mugiwara vont passer les prochains chapitres. Un arc qui pourrait nous en apprendre beaucoup plus que ce qu'on pense sur les découvertes du scientifique et qui serait le début de nombreuses réponses qu'on attend depuis maintenant plusieurs années. Jewelry Bonnie semble être dans ce chapitre en lien direct avec Kuma et par conséquent l'organisation de Dragon. Il est donc probable qu'ils interviennent rapidement, d'autant plus qu'on apprend que Bonnie a bel et bien rencontré Sabo sur Marie-Joie. Dans tous les cas, ce chapitre continue de mettre en place le prochain arc, et on commence à en savoir plus sur le fameux personnage de Vegapunk qu'on a rencontré dans le chapitre précédent. Comme la dernière fois, cette vidéo sera divisée en 3 parties, avec d'abord les objectifs de Bonnie, puis une autre centrée sur Egged, Vegapunk et ses subdivisions, et enfin une dernière partie qui portera sur la mission du CP0 et les enjeux des prochains chapitres. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour l'analyse complète du chapitre 1062 de One Piece. Juste avant que la vidéo commence, j'ai 2-3 précisions à faire. Déjà, la vidéo sort avec un jour de retard parce qu'à la base je devais pas faire de vidéo, mais j'ai réussi à me dégager un peu de temps et du coup j'ai commencé la vidéo vraiment très tard. Donc vraiment désolé pour ça, je vous promets que j'essaye de faire un effort pour sortir les reviews à temps, mais ça se passe pas toujours comme prévu. La deuxième chose, c'est que j'ai complètement oublié de parler de la cover du chapitre qui nous montre Chocolate Town prisonnier de la glace. Bon, en vrai j'ai pas grand chose de plus à rajouter que ce que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos, donc je vais vous faire ça très rapidement. Aokiji avait rejoint l'équipage de Barbe Noire. Au chapitre 1059, il n'y avait qu'une partie de l'équipage de Barbe Noire sur Amazon Lily, donc on peut imaginer que l'équipage s'est split en plusieurs groupes et qu'ils sont en train de chercher les héros de Poneglyph un peu partout dans le monde. Et Aokiji et une autre personne de l'équipage seraient en ce moment même sur le territoire de Big Mom. Voilà, je vais m'arrêter là pour la parenthèse, j'avais complètement oublié de parler de la cover, et donc je le fais rapidement ici. Bonne vidéo. Bartholomew Kuma est l'ancien roi du royaume Solbay et un révolutionnaire qui a longtemps opéré aux côtés de Dragon. Cependant, comme on le sait, en devenant grand corsaire, il a accepté de se soumettre au gouvernement mondial et petit à petit devenu une arme totalement séparée de son humanité et de ses souvenirs. Bien qu'il apparaisse du côté du gouvernement, il a tout de même demandé à Vegapunk de l'autoriser à aider les Mugiwara sur les archipels Sabondi, et ce n'est qu'après l'ellipse qu'il a totalement perdu la mémoire. Dès lors, ce personnage est devenu un véritable mystère. Pourquoi a-t-il accepté toutes ces expériences? Est-ce qu'il a trahi les révolutionnaires? Est-ce qu'au contraire c'était un ordre de Dragon? Toutes ces questions n'ont malheureusement pas encore de réponse. Malgré tout, ce chapitre commence à mettre en place certains éléments qui pourraient nous permettre d'y répondre. Dans le dernier chapitre, Bonnie nous avait clairement annoncé qu'elle avait pour but de se rendre sur l'île d'Egged pour parler avec le scientifique, et elle nous confirme aujourd'hui que c'est pour avoir des réponses concernant la situation de Kuma. On apprend que Kuma est en réalité son père, et que tout naturellement elle veut savoir pourquoi Vegapunk l'a transformé et lui a fait perdre toute son humanité. Avec cette information, on a pas mal d'éclaircissements concernant ces deux personnages. Les nombreuses interventions de Bonnie tout au long du manga prennent désormais un sens, comme ses larmes au chapitre 565 ou sa précipitation à se rendre dans le Nouveau Monde au chapitre 581. Sa volonté de retrouver Vegapunk ne serait pas nouvelle, et je suis certain que ce sera grâce à ça que les révolutionnaires et les Mugiwara pourront se retrouver. En effet, Kuma est actuellement avec Dragon, et les événements avec le CP0 pourraient précipiter la fuite de Vegapunk et des Mugiwara et les faire se rencontrer. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Parce qu'en plus de son objectif de rencontrer Vegapunk, Bonnie nous confirme qu'elle a croisé Sabo sur Marie-Joie lorsqu'elle y était, et pourrait avoir de nouvelles informations à nous donner le concernant. Vivi est elle aussi toujours portée disparue, et la pirate pourrait nous en apprendre plus sur tous ces sujets une fois le scientifique rencontré. Mais en attendant d'en savoir plus, le groupe de Luffy s'enfonce un peu plus sur l'île d'Egged et découvre une partie des technologies mises en place par Vegapunk. Mais ils se rendent vite compte que tout ce qu'ils voient n'est en réalité qu'une illusion faite grâce à des hologrammes. Tout au long du chapitre, on apprend que le scientifique n'a pas suffisamment de fonds pour financer tous ses projets, et aucun ne peut alors réellement prendre vie. Mais le manque de ressources est un problème assez récurrent dans la vie de Vegapunk. Ses inventions requièrent énormément de moyens, et il avait déjà eu ce problème en étant jeune, lorsqu'il n'avait pas pu terminer son système de chauffage au sol pour faciliter la vie des habitants de Baljimoa. Aujourd'hui, il semble avoir réussi, puisque, comme nous le précise Jinbei, ils sont censés se trouver sur une île hivernale, mais le climat actuel n'a rien à voir. Il aurait donc réussi à conclure son projet initial, qui était donc d'augmenter la température d'un environnement. Mais toujours à cause de ce manque de moyens, il se heurte à un nouveau problème et ne peut désormais pas contrôler le climat comme il l'entend. Malgré tout, même s'il manque de ressources, le travail ne lui manque pas, et a besoin d'aide pour une tâche aussi colossale.
Pour l'aider, il a choisi de créer 6 versions de lui-même, qui, je pense, sont basées sur sa propre personnalité qui sont appelées dans le chapitre des satellites. Le nom de ces satellites font référence à beaucoup d'éléments historiques, mythologiques ou même religieux, qui sont pour le moment des interprétations. Par peur de me tromper ou de ne rien apporter de nouveau, je ne vais pas en parler, mais je vais davantage me concentrer sur One Piece et les raisons et motivations qui ont poussé Vegapunk à créer ces personnages. Chacun d'eux est lié à un trait de caractère qui semble les définir et qui est pour moi un trait de personnalité propre à Vegapunk. Le premier satellite qu'on a rencontré est le Punk 02 Lilith, caractérisé par le mal. Le Punk 01 Shaka, qui représente la justice et qui semble avoir une certaine autorité sur les autres et a sûrement été créé pour pouvoir les contrôler et éviter tout débordement. Le dernier satellite qu'on a rencontré jusqu'à présent, le Punk 05 Atlas, qui représente l'impulsivité et la colère. Le 06 qu'on voit sur sa tenue serait une erreur d'Oda, puisque son nom est bel et bien accompagné du kanji de la violence et de la colère. Nous n'avons pas encore croisé les 3 derniers, mais on retrouve Edison, caractérisé par la perception ou le flair, Pythagoras, certainement le plus sage des 6, et enfin York ou Yoke, qui représente le désir. Ces 6 personnages ont chacun un caractère dominant. Il est très simple de deviner qu'Atlas est très impulsive et réagit au quart de tour au moindre problème. Les intentions de Lilith sont assez évidentes et n'annoncent rien de bien joyeux pour les Mugiwara l'ayant rencontré. Comme leur créateur, le Dr Vegapunk, ils sont doués d'intelligence, de réflexion et avant tout d'un génie hors du commun. Parfait pour pouvoir l'aider à réaliser tous les projets qu'il imagine. Mettre en place ce genre de choses est un véritable exploit, puisque créer une émotion semble à première vue totalement impossible. Que ce soit les pacifistas, les séraphins ou les soldats de Judge, tous n'ont pas de personnalité propre. Qu'ils soient des humains fabriqués ou des robots, tous sont faits pour tuer et anéantir, mais pas chez Vegapunk. MAD est le nom d'une équipe scientifique indépendante et hors la loi qui a été formée il y a longtemps et dissoute des années en arrière également. Cette équipe, qui regroupait des génies venus des 4 coins du monde, travaillait sur l'élaboration d'armes de très haute technologie et parmi eux se trouvaient entre autres des personnages comme Queen, César, Judge et bien sûr Vegapunk. Au cours de leurs années de recherche, Judge et Vegapunk ont découvert un moyen pour créer et manipuler le vivant, en découvrant le facteur de lignage. Présent dans tous les organismes vivants, c'est ça qui définit ce que nous sommes. Bien sûr, comme vous l'avez sûrement compris, le facteur de lignage est basé sur l'ADN qui contient toute l'information génétique permettant le développement, le fonctionnement et la reproduction des êtres vivants qu'on retrouve dans notre monde. Mais si Oda a choisi d'utiliser une version fictive de l'ADN qu'on retrouve chez nous et non l'ADN directement, c'est sûrement pour pouvoir en modifier les codes sans créer d'incohérences ou d'erreurs scientifiques dans son monde. Ce qui est impossible chez nous devient alors possible dans l'univers de One Piece. C'est pour cette raison qu'il est totalement cohérent de retrouver des hommes-poissons, des créatures totalement improbables et tous les êtres vivants qu'il est possible de retrouver dans le monde de Luffy sans que ça ne pose aucun problème. Si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai fait une théorie sur le fonctionnement des fruits du démon et encore aujourd'hui elle fait partie de mes vidéos préférées de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça me ferait vraiment plaisir. Il est donc probable que Vegapunk ait utilisé son propre facteur de lignage pour créer des êtres doués de son savoir et de sa personnalité. On aurait alors affaire à une véritable création humaine qui explore un tout autre domaine que celui de simplement fabriquer un corps capable de mouvement comme on l'a vu jusqu'à maintenant, mais avec en plus la possibilité de transmettre une conscience et des émotions qui leur sont propres. Ces 6 satellites sont de véritables prouesses techniques et une technologie sans doute révolutionnaire. Mais malgré son génie et son savoir-faire, le gouvernement a ordonné au CP0 de se débarrasser de lui et de ses 6 créations, mais pour quelle raison ? Si vous avez regardé ma review du chapitre 1061, vous savez que j'ai cherché un moyen pour que Vegapunk ne soit plus un ennemi des Mugiwara comme actuellement, mais en devienne un allié. S'il doit nous en dire plus sur les mystères des fruits du démon, du granit marin ou plein d'autres choses, il est beaucoup plus logique qu'il le dévoile de façon amicale, plutôt que comme un grand méchant qui dévoilerait ses plans à ses prisonniers. Ce serait un peu plus cohérent je trouve. Mais au-delà de ça, Vegapunk est un personnage qui a déjà agi en allié des Mugiwara par le passé, en permettant à Kuma d'aider Luffy et son équipage à s'enfuir, ou pour garder leur bateau en attendant qu'ils reviennent. Seulement actuellement, ils travaillent pour le gouvernement mondial sur une île du gouvernement mondial. Luffy n'est donc clairement pas là en ami, et il serait mal vu pour Vegapunk de les accueillir comme tels, au vu de son statut. C'est pourquoi dans le dernier chapitre, j'avais imaginé que Franky ne serait pas considéré comme un pirate, à cause de sa nouvelle prime qui n'affiche pas directement son visage, mais le se nie.
Et de par son lien avec Vegapunk, il aurait pu sympathiser sans trop de problèmes et Franky aurait pu le rallier à l'équipage. Une relation entre les deux ingénieurs est toujours possible, mais Oda semble s'être plutôt penché sur une trahison de la part du gouvernement mondial, ce qui forcerait Vegapunk à suivre les Mugiwara s'il veut survivre. En effet, le CP0 a reçu un ordre du gouvernement mondial pour l'éliminer, lui et ses 6 satellites. Une telle trahison a de quoi nous surprendre, d'autant plus au vu de l'importance qu'il représente. Mais malgré tout, elle n'est certainement pas sans raison. Vegapunk est à la base un hors-la-loi qui a été forcé à travailler pour le gouvernement. Donc maintenant qu'ils ont les Séraphins de leur côté, ils ne veulent selon moi pas prendre le risque que Vegapunk ne les trahisse et permette à tous leurs ennemis d'avoir accès à de telles technologies. Mais peut-être que le gouvernement a d'autres raisons de vouloir se débarrasser de lui. Comme vous le savez sûrement si vous suivez mes vidéos, je pense que Vegapunk est un révolutionnaire infiltré qui informe et aide l'organisation de Dragon. Que ce soit les agissements de Kuma, qui vont très largement en faveur des révolutionnaires, ou encore plus récemment, le fait que le tyran puisse répondre aux ordres de Dragon sans le moindre problème, alors qu'il est censé avoir totalement perdu la mémoire ainsi que son humanité. Le fait qu'il puisse répondre à un ennemi tel que Dragon m'a vraiment beaucoup surpris et me conforte un peu plus dans mon idée que Vegapunk n'y est pas étranger. Dans tous les cas, je suis persuadé que Vegapunk va devenir un allié des Mugiwara, et les informations qu'a Bonnie concernant Sabo vont leur permettre de se rapprocher des révolutionnaires. Le CP0 qui approche avec ce Séraphin à leur côté va certainement poser énormément de problèmes aux Mugiwara, et le sauvetage de Vegapunk sera sûrement une étape cruciale pour continuer leur route vers le One Piece et ainsi se débarrasser définitivement du gouvernement mondial.